Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez Les Équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie 2 fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. J'ai rencontré Céline Etcheto que vous allez entendre dans l'épisode du jour pendant la préparation de la journée dédiée à la réussite professionnelle des femmes que j'ai co-organisée avec le réseau Mariana, un réseau de femmes hauts fonctionnaires. Nous avons échangé 1 heure pour préparer son intervention dans une table ronde et j'ai été marquée par la force de son témoignage, de ses convictions et d'un mot qui revenait tout le temps dans son discours, le mot choix. Céline est directrice déléguée de l'offre de soins et la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et elle a fait toute sa carrière dans la santé publique. Elle parle avec beaucoup de sagesse et de lucidité du sentiment d'utilité qui est un moteur dans son travail, de son appropriation de la notion de réussite, de la manière dont elle a appris à dire non, à détacher sa personne de sa fonction pour se préserver après un épisode de burn-out. Elle nous parle de la manière dont la naissance de ses filles a influencé ses choix professionnels, de ce que signifie beaucoup travailler, sans emporter le poids émotionnel, de sa manière de mettre à distance la culpabilité qui pointe parfois. Et Céline nous partage aussi la phrase dont elle dit qu'elle lui a changé la vie. C'est un épisode d'une grande sincérité, d'une grande sagesse, et je vous invite, en écoutant Céline, à vous poser la question de vos choix, un mot crucial quand il s'agit d'équilibre vie pro-vie perso. Très bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir dans Les Équilibristes, quelques mois après notre rencontre, pour la première fois. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter la Céline de 7 ans ? La Céline, savoir de quoi tu rêvais, dans quel contexte tu grandissais et les messages que tu recevais. Alors, j'avais 7 ans en 1983. Donc, ça remonte à quelques années déjà. J'étais une petite fille qui vivait dans un environnement rural, dans un petit village au nord de la Gironde, et un petit village qui avait encore la chance d'avoir une école, un collège, un environnement social assez développé. Donc, je suis enfant unique, donc je suis déjà assez tournée vers moi-même en introspection. Je suis une enfant qui aime lire. Je recherche la compagnie des autres parce qu'à 7 ans, en tant qu'enfant unique, je recherche la compagnie des autres. Très proche de mes parents, mais avec une envie de curiosité sur le monde assez importante. Je suis pas encore partie en vacances parce que mes parents ne partaient pas en vacances à ce moment-là en tout cas. Et donc une envie de découvrir le monde qui était importante. Et quand même un environnement, j'ai pas connu mes grands-parents maternels, j'ai connu que mes grands-parents paternels et qui habitaient dans une ferme en fait, et donc des attaches rurales et importantes et des souvenirs que je garde encore aujourd'hui de vraies valeurs, de valeurs fortes que ces grands-parents-là m'ont inculqué et mes parents m'ont partagé avec moi, et puis beaucoup d'odeurs de différents événements de la campagne qui est rythmée par les vendanges, par les foins, par tous ces moments-là, et donc j'ai cette vie un peu rurale, on va dire, mais bon, j'y vis pas, donc j'ai cette chance de pouvoir y aller par contre tous les week-ends, tous les dimanches, et curieuse, voilà, très curieuse, ouais. J'ai envie de sortir. Et quand tu parles de ces valeurs fortes, c'était quoi ? Tu dirais que c'était quoi ces valeurs ? Les valeurs, ma grand-mère et mon grand-père, ce sont des gens qui, comme mes parents, qui la valeur du travail est une valeur importante, la valeur de l'honnêteté, ce sont des gens simples, des gens de la terre, donc des gens honnêtes, des gens qui travaillent, qui n'ont pas de repos. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que ça, j'apprendrai un peu plus tard. Cette notion de
de repos qui est important dans l'équilibre de vie. Mais en fait, dans ces vies, tu n'as pas d'équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Tu côtoies et tu fais tout en même temps et puis tu te poses pas de questions. Ouais. Donc, tu apprends à pas te poser de questions, à avancer. Et ça, c'est l'environnement extérieur dans lequel je vais évoluer après qui me fera comprendre que la vie est un petit peu différente et qu'il faut voilà. Et puis de l'autre côté, je vis dans une famille de côté de ma mère où il y a qui sont 4 frères et sœurs. J'ai des super cousins. J'ai une petite cousine qui va arriver plus tard du côté de mon père, mais Émilie. Du côté de mon père, des cousins et des cousines. On vient plutôt d'une famille cette fois-ci d'artisans, d'ouvriers. Donc la culture de l'ouvrier. Et j'ai un grand-père que j'ai pas connu, mais un grand-père qui a beaucoup fait pour les droits, qui était syndiqué, qui a beaucoup fait pour les droits, justement les jours de congé, qui lui s'est battu pour dans les années 40-50 sur ces droits-là. Et donc deux cultures, une culture finalement agricole et une culture ouvrière, et les deux vont me construire parce que les valeurs sont les mêmes des deux côtés. C'est très similaire. Les valeurs sont les mêmes. T'as toujours travaillé, enfin t'as fait toute ta carrière dans la santé publique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer des études là-dedans ? Alors, je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir un métier pour aider les autres. Je pense qu'inconsciemment, que j'ai toujours eu envie d'avoir un métier tourné vers le public. Je savais pas encore sous quelle forme. Je fais partie d'une génération où le lycée, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Dans mon lycée, j'ai retrouvé d'ailleurs des camarades ici à l'ARS, c'est très drôle. J'ai pas mal de copains qui voulaient faire médecine. Et donc, c'était pas forcément mon envie particulière, mais bon, je suis allée en première année de médecine à Bordeaux. Bon, ça a été pas très concluant, mais par contre, quand t'es reçu collé en médecine, tu peux intégrer la fac de sciences. Et donc, ce qui n'était pas non plus mon objectif principal. Et un jour, en traînant dans les couloirs de la fac, j'ai entendu une voix qui est celle d'un professeur en santé publique qui s'appelle Roger Salamon, qui avait monté une école, un institut qui s'appelle l'ISPED, Institut de santé publique et développement à Bordeaux, quelques années auparavant, dans les années 90. Et donc, j'entends cette voix, je rentre, je l'écoute. Et quand il parle de santé publique, il est passionnant parce qu'il t'ouvre... la santé publique, c'est très large. Tu en fais dans ton quotidien, dans mon quotidien aujourd'hui. J'avais pas en tête le métier que je voulais faire, mais par contre, je sais que c'était dans la santé. Et que je voulais faire un peu de gestion. Et donc, voilà, ça se dessine un peu. Et puis, chemin faisant, je rentre dans cette formation qu'il avait mis en place, cette maîtrise de santé publique. Et puis, je fais mon premier stage à la MSA, donc mutualité agricole, premier stage d'étudiant. Et donc là, premier contact finalement avec le système de santé. Et puis, l'année suivante, je pars à la Sorbonne faire, à l'époque, on disait les DESS, en économie de la santé. Et puis là, deuxième rencontre, qui est celle de Jean-Luc Chassagnol, qui est directeur d'hôpital, qui vient d'arriver à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, hôpital neuropsychiatrique, et donc, qui est mon prof de droit hospitalier. Et là, je comprends que déjà que le droit hospitalier me plaît beaucoup. Et il me prend en stage, je fais mon stage de DESS chez lui. Et là, c'est une révélation, parce que l'hôpital psychiatrique, en plus, tu vis avec les usagers, tu vis avec les patients qui se promènent dans l'hôpital. J'ai beaucoup de chance parce que ce premier poste, il est sur le projet médical. J'accompagne ce projet médical et là, c'est une révélation. Je me dis que je veux travailler dans le service public, je veux travailler à l'hôpital et que je peux éventuellement y être utile. Voilà. Ouais, la notion d'utilité. Ouais. Et de lien humain et de lien aux patients, j'ai l'impression que ça t'a quand même... Oui, parce que moi, j'ai toujours mon métier, j'ai fini quelques années plus tard par devenir directeur d'hôpital. Et tu fais pas ce métier si dans ton quotidien, de près ou de loin, par rapport aux fonctions que tu occupes, bien sûr, mais tu sais pourquoi le matin tu te lèves, tu sais pour qui tu viens travailler. Moi, je viens travailler pour les conditions de travail des professionnels. Ça, c'est ce qui me tient. Faire avancer les projets des équipes médico-soignantes et ensuite in fine, on fait tout ça parce qu'il y a un usager. Voilà, un usager qui va venir dans un service des urgences, un service de médecine, de cardiologie, de chirurgie et que tu as envie de bien prendre en charge. Voilà. Et ça, les métiers administratifs sont souvent un petit peu oubliés, mais je dis toujours que on est une équipe, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un hôpital sans médecin, il ne tournerait pas, mais sans ces équipes administratives, logistiques et techniques, il ne tournerait pas non plus. Ouais. Tu es la mère de 2 filles. À quel moment de ta vie et de ta carrière elles sont arrivées ? Alors, elles sont arrivées à un moment de ma vie. Elisa est née en 2006. À un moment, j'avais 29 ans, enfin 30 ans quand elle est née.
tout simple. J'avais pas forcément encore envie peut-être d'une carrière parce que c'était pas le moment. Voilà, c'était une vie simple entre guillemets. Le père de ma fille, j'avais envie d'un enfant, j'avais 30 ans et j'avais envie par contre d'avoir un enfant. Ça, c'était une évidence. Et elle a été désirée, elle a été choyée. C'est un moment extraordinaire, très 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 émouvant. Voilà, c'était une évidence. Après, ça c'est un peu compliqué entre guillemets parce que quelques mois plus tard, en effet, la notion de carrière est arrivée. Elle était petite et je suis partie à l'école de Rennes. J'ai passé des concours et ma fille avait à peine 2 ans. Et donc ça a été une vraie rupture, un vrai déchirement que j'ai probablement un peu mis de côté. Mais j'étais très soutenue par le père de mes enfants dans ma carrière, dans cette évolution de carrière. Mais c'est vrai que d'avoir laissé ma fille était un moment compliqué, probablement qui m'est revenu plusieurs années plus tard. Ouais. Et Valentine, c'est pareil, un moment extraordinaire. Valentine a été aussi très désirée. Et Valentine, elle est arrivée pendant ma formation à l'école de Rennes. Parce que là, j'avais conscience que je commençais à avoir 32, 33 ans et que si je voulais un deuxième enfant, il ne fallait pas que je tarde trop, d'un point de vue biologique et puis d'un point de vue d'organisation et de carrière. Donc Valentine a été conçue pendant que j'étais à l'école de Rennes. Donc Valentine, c'est l'enfant du mouvement. C'est Valentine, Valentine, elle a beaucoup bougé. Valentine, on a travaillé ensemble jusqu'au dernier moment. Et on est même allé à l'école de Rennes alors je l'allaitais. Ah ouais. J'ai eu envie de faire comme tous mes petits camarades. J'ai accouché le 17 avril. À Bordeaux ? À Bordeaux. Et un mois et demi plus tard, j'étais à l'école de Rennes avec ma maman et mon bébé sous le bras et que j'allaitais entre 2 cours. Ah ouais. Parce que je voulais faire comme tout le monde en fait. Ouais, comme si c'était rien passé. Comme si je voulais valider mon semestre, etc. Ce qui n'est pas une bonne idée en soi parce que avoir un enfant pour les femmes qui vont nous écouter... c'est pas un événement anodin, un événement très important, un bouleversement hormonal extraordinaire et que c'est des moments très précieux et que j'aurais dû m'abstenir probablement. J'ai fini me reconnaissant à ma maman qui m'a accompagnée pendant ces 15 jours, 3 semaines à Rennes, qui promenait ma petite fille sur son bras, qui m'appelait pour l'allaiter et c'est des souvenirs. Ouais. Mais sur le coup, ça t'allait, Oui, mais voilà, ça fait partie des décisions que quand tu les regardes avec le recul, que tu sais pas dire non, ou que tu et tu les referais pas en fait. D'accord. Mais sur le moment, oui, parce que je voulais avoir ma scolarité, parce que je voulais pas redoubler, parce que je voulais pas que cet enfant, tu voulais finir. Je voulais tout. Tu voulais tout. Ouais, on va en reparler de ça. On s'est rencontrés, Céline, au cours d'une journée dédiée à la réussite professionnelle des femmes organisée avec le réseau Mariana, qui est un réseau de femmes hauts fonctionnaires en Nouvelle-Aquitaine. Et on a beaucoup parlé de réussite ce jour-là. Et j'avais envie qu'on revienne sur ce terme parce que, ça veut dire quoi pour toi, réussir ? Alors moi, j'ai en tête, Sandra, notre premier entretien quand tu es justement venue m'interroger, préparer cette journée. Et on a eu un mot ensemble qu'on a trouvé qui était la réussite raisonnée. Et que j'ai beaucoup apprécié ce terme-là. Le mot réussite va revêtir pour moi plusieurs aspects. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, surtout un épanouissement. Un épanouissement. Le mot de réussite n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Je pense que parce qu'il va s'appuyer sur différents fondamentaux, surtout quand on est une femme où on doit tenir plusieurs équilibres dans nos vies. C'est un ensemble en fait. C'est un ensemble. Dans un ensemble dans lequel tu vas faire des choix. C'était très intéressant. Les collègues avec qui on était justement à la table ronde, on voit bien que l'ensemble d'entre elles ont dû faire des choix professionnels pour réussir au sens strict du terme. Moi, la réussite aujourd'hui, elle passe par cet équilibre de vie professionnelle et personnelle. C'est me sentir utile à mon travail, pouvoir accompagner des équipes, accompagner des projets de santé publique dans mon nouvel emploi aujourd'hui, et puis pouvoir être présente auprès de mes enfants, de mon compagnon, de mes parents qui vieillissent, et je pense qu'aujourd'hui c'est important cet accompagnement-là. J'ai pas de notion de réussite professionnelle au sens strict de carrière. Ouais, c'est marrant parce que justement, tu as dit faire carrière. Ça veut dire quoi pour toi, une carrière ? Une carrière dans les métiers que moi, en tout cas, j'exerce. C'est un métier où tu deviens, t'as des responsabilités, où tu deviens chef d'établissement, où tu deviens directeur général adjoint d'un gros CHU. C'est d'avoir des postes à responsabilité importants. Mais dans les métiers qui sont les nôtres, c'est des métiers qui sont soumis à mutation. C'est-à-dire que pour pouvoir évoluer,
il faut que tu puisses partir. Ça fait partie des conditions sine qua non de l'évolution. Oui. Et parfois, ta vie personnelle ne te permet pas de pouvoir faire ceci. On va peut-être en parler un peu plus tard. J'ai eu un épuisement professionnel en 2013-2014, ce qu'on appelle un burn-out maintenant. Et j'ai beaucoup... j'ai eu un très très bon thérapeute et un très bon coaching. Et donc j'ai une phrase qui me tient beaucoup, c'est celle de choisir, c'est renoncer. Et de faire des choix qui sont en adéquation avec tes envies, tes aspirations. N'avoir jamais de regrets. Voilà, n'avoir jamais de regrets. Ouais. Et en fait, c'est ça. Je pense que cette réussite raisonnée, probablement que j'aspire, ou j'aurais aspiré, ou j'aspire dans mon évolution de carrière. Voilà. Mais voilà, les choix de la vie, et je suis très heureuse du poste que j'occupe aujourd'hui à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. J'ai un épanouissement professionnel, je me sens très utile, ce que disait le directeur général au vœu qu'il a émis il y a quelques jours. J'ai un sentiment d'utilité. Je suis plus en établissement là, mais dans ce que je fais tous les jours, je me sens très utile. Et moi, ça me suffit à me nourrir. Ouais. Voilà, ça me nourrit. Voilà. Et si un jour j'ai une opportunité, voilà. En fait, je pense que je fais partie de ces gens, en tout cas, ou de ces femmes. Je suis à l'opportunité. Voilà, je suis pas à la construction, mais on est toutes un peu différentes. Mais justement, c'est vraiment ce qui m'avait marqué dans nos échanges, c'est cette notion de choix, et ça sera le fil rouge de cette discussion, je pense. Mais tu me partageais que tu avais refusé des mobilités géographiques parce que tu voulais. Oui, parce que alors, sans partager ma vie personnelle, je suis en garde alternée, et donc ce qui fait que quand tu es en garde alternée, ou même si tu n'étais pas en garde alternée, il aurait fallu que je parte de la région bordelaise pour pouvoir accéder à ce type de poste en fait. Et aujourd'hui, je souhaite accompagner en effet mon aînée est en première, elle va passer le bac, ma seconde est en quatrième, et aller jusqu'au baccalauréat. Je pense que c'est important pour moi. Voilà, c'est quelque chose, c'est un vrai engagement, une vraie responsabilité. Et voilà, après, c'est mon choix. Bien sûr. Et ça me va bien. Voilà, mon compagnon travaille aujourd'hui à Paris, un peu, travaille aussi un peu à Bordeaux. Et oui, dans une vie idéale, je l'aurais suivi. Mais aujourd'hui, j'équilibre. J'équilibre. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est dans une vie idéale. Je pense qu'on se trompe beaucoup sur une notion d'équilibre en raisonnant dans une vie idéale et en oubliant qu'on vit dans la réalité. On y vit pleinement. Ouais. Et puis si tu ne vis que dans l'aspiration de ce que va être demain, ça aussi, ça fait beaucoup partie des préceptes dans l'accompagnement thérapeutique et dans le coaching où on le dit beaucoup, mais on le fait pas beaucoup. Parfois, c'est vivre dans le présent. Et en effet, et ce présent-là, je l'ai mesuré parce que je faisais probablement partie de ces gens qui toujours avaient un pied devant, toujours un pied toujours d'avance, un pied demain. Et en fait, un jour, j'ai compris que non, il fallait avoir un pied dans le présent. Et c'est quand tu apprécies ton présent que tu as des rêves et des aspirations, parce que je pense que c'est important d'avoir des rêves et des aspirations, mais par contre qu'elles ne viennent pas nuire à ton présent, qu'elles ne viennent pas gâcher ce présent-là, parce que plus tu regardes devant, moins tu vas profiter d'aujourd'hui. Et je pense que cet équilibre-là, il est très précieux. Après, je suis bien aidée. J'ai un compagnon aujourd'hui qui est ancré dans le présent. Et donc, je suis bien aidée, bien aidée aussi. C'est bien ramené à ça. Tu en as parlé un petit peu de cet épuisement professionnel en 2014. Je me souviens que tu m'avais dit cette phrase. Tu m'as dit « Ma façon de travailler n'a plus jamais été la même, mais j'en suis très heureuse. » Oui. Ma façon de travailler, parce que tout à l'heure, tu me demandais travailler à l'hôpital, l'utilité, le sens. Je pense que j'ai exacerbé ce sentiment d'utilité. Et comme un jour, on m'avait dit, je ne suis pas un Saint-Bernard. Et probablement, j'ai fait partie il y a quelques années, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui le vivent 10 fois plus que moi, par les difficultés du système de santé. J'ai voulu sauver l'hôpital dans lequel je travaillais, qui rencontrait différentes difficultés financières, organisationnelles, et je m'étais mis cet objectif dont la barre est très haute, cette pression de sauver cet hôpital, de sauver ce qui est d'ailleurs assez improbable parce que tu ne peux pas te mettre ce genre de pression toi-même. Et finalement, ce qui est arrivé. Et donc, en effet, voilà, j'ai eu cette opportunité. Je suis arrivée dans un nouvel établissement et puis quelques mois plus tard, la fatigue m'a
est arrivé. Hein, puis j'ai pas pu à un moment donné ne pas être arrêtée. Parce qu'on ne s'arrête pas soi-même, on est arrêté par un médecin. Ouais. Voilà. Et puis donc comme je disais, mon établissement m'a accompagnée, m'a proposé un coaching professionnel et puis parallèlement j'avais développé une thérapie. Et donc le coaching professionnel alors j'avais dissocié les deux. Hein, c'était important parce que souvent on t'explique que tu fais un burn-out, mais globalement t'es un petit peu responsable de ce qui t'arrive. Et puis souvent, c'est parce que ta vie personnelle. Ouais. Bon, bref, moi j'ai toujours eu à cœur de pouvoir bien distinguer les choses, même si malheureusement à un moment donné, les deux, tout est lié, mais bon, pour bien distinguer. Mais moi, c'était important pour moi, c'est de me réinterroger. Toujours eu ce sentiment. Ça, par contre, de très longue date, je fais partie de ces gens qui réfléchissent parfois un peu trop, qui se réinterrogent trop. Mais je me suis dit, j'ai un problème. Je le sais, je suis capable j'avais fait mon diagnostic, mais par contre j'avais besoin d'aide pour pouvoir le résoudre. Et c'est là où le coaching m'a beaucoup aidée. Et je vais citer son nom parce que je lui en suis infiniment reconnaissante. Elle s'appelle Annie Fortin. Annie Fortin, elle a fait une reconversion. Hein. Elle travaillait dans une entreprise privée et puis elle est devenue coach, Annie. Maintenant elle peint, j'ai vu depuis quelques années. Et Annie, elle m'a beaucoup aidée. Et donc en effet, j'ai beaucoup compris à ce moment-là parce que dans une des étapes, tu fais le triangle de Karpman où on te dit tu n'es pas une victime, tu n'es pas un bourreau et tu n'es pas un sauveur. Voilà. Et donc, en fait, il faut que tu sortes de ce truc-là. Parce que sinon, ça devient infernal. Et dans les fonctions qu'on peut avoir, nous, tu peux rapidement être dans et ça, on ne te l'apprend pas trop. Et puis moi, j'étais ce sauveur. Je voulais sauver. Finalement, tu finis par devenir une victime parce que tu finis par te plaindre et te finir main. Ou finalement, tu es un bourreau, etc. Et Annie, elle m'a appris à sortir de ça. Et en effet, et après, le coaching, j'ai appris à savoir dire non avec tact et mesure. Je travaille toujours beaucoup, mais par contre avec une vigilance sur moi-même, mes collaborateurs, même si je fais beaucoup travailler les gens, mais je suis très vigilante à ça maintenant. Et ça m'intéresse vraiment parce que je pense que dans les auditrices déséquilibrées, il y a beaucoup de femmes qui travaillent beaucoup et ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur je travaille beaucoup et j'ai une vigilance et tu m'avais dit c'est pas les mêmes fatigues que je ressens maintenant. Non, pas du tout. Parce que alors ça a été aussi avec à la fois le thérapeute et à la fois le coaching. Parce qu'Annie faisait un peu de sophro, mais globalement, quand tu es dans... Je sais pas si on a des auditrices qui se reconnaîtront, mais dans... Les gens qui font un burn-out sont souvent cette hypersensibilité, ce fort engagement. Et c'est vrai, je pense. Et de dire à un moment donné, et moi j'ai beaucoup appris, je te dirais pas comment je le fais parce que je sais pas. Mais tu reçois. Mais par contre, avant, je gardais tout. Et en fait, je sentais un poids physique. Je sentais un poids émotionnel. Je sentais un poids physique. Et la thérapie et le coaching m'ont appris à, je prends, mais je ressors. Je me dégage de, voilà. Il y a la fonction et la femme et la personne que je suis. Et en fait, j'ai dissocié ma fonction et la personne que je suis. Et que moi, Céline Etcheto, c'est pas moi qu'on vient attaquer, c'est pas à moi qu'on demande, c'est la fonction que j'occupe. Et que la responsabilité que j'ai, elle est partagée avec d'autres personnes. Et que quand tu as un cap, quand tu as une vision, parce que c'est ça qui est important dans l'émission qu'on te donne. Quelle est la vision qu'on te donne? Le sens qu'on va donner à la mission qui est la tienne. Ça change énormément les choses. Et donc, c'est ça aussi, j'ai beaucoup appris dans le coaching. Il y a eu beaucoup de mots-clés, on a fait 10 séances. Et c'est là où c'est très important. Et donc, j'ai toujours eu à cœur, ensuite, donc, de repousser, prendre les problèmes, les résoudre. Et si je les résous pas, c'est pas la faute de Céline Etcheto. C'est parce qu'il y a différents constats, différentes causes, etc. Donc, ça, c'est très, très important de pas personnaliser la fonction. Être capable aussi, avec beaucoup... être très factuel, d'expliquer aujourd'hui quand il y a une difficulté, un diagnostic, les problèmes, d'être transparent avec sa hiérarchie, de pouvoir... C'est pas facile, hein, parce que moi, j'avais cette notion aussi, probablement... parce que je me rappelle, un objectif que j'avais, c'était apprendre à déplaire. J'allais savoir dire non et apprendre à déplaire, parce que je faisais partie de ces gens bons élèves. Toujours atteindre des résultats. Sauf que parfois... Puis excellent tant qu'à faire. Et puis excellent tant qu'à faire, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des obligations plutôt de moyens que de résultats. Et donc ça aussi, c'est important. Et donc, voilà, ça a été une succession d'outils et donc qui ont été très, 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 très importantes dans ma carrière et dans les façons. Parce que tu vois, 2 ans plus tard, ce qui m'est arrivé, j'ai eu à gérer un gros projet où je travaillais avant, d'externalisation. Donc, c'était gros mission importante.
difficile en soi, hein, parce que externaliser, ça veut dire que quelque part tu supprimes des postes, ou en tout cas tu les reconvertis. Et j'ai pu faire cette mission parce que j'avais ce bagage émotionnel que je ne portais pas. Ouais. Mais j'ai individuellement, ça a concerné 89 personnes. Je connaissais toutes les personnes. J'ai gardé mes valeurs de proximité, d'écoute et d'attention. Ouais. Et tout ce que je l'ai fait, voilà, j'ai accompli ma mission, mais avec mes valeurs, l'accompagnement des agents. Mais je ne portais pas, je considérais que voilà. Et ça, c'est très important, en fait. Ouais. Ouais. Et tu as eu l'occasion de mettre ça sacrément à l'épreuve aussi parce que tu as pris la direction du pôle qualité, gestion des risques, communication, culture et mécénat du CHU de Bordeaux en janvier 2020, quelques semaines avant ce qu'on sait. Comment tu as vécu cette période-là, justement? Ça a été un peu le crash test de tout ce que tu avais mis en place. Oui, parce que là, c'est sûr que si j'avais probablement pas eu les épisodes de vie précédents, j'aurais pas survécu entre guillemets à cette mission. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une super équipe. J'ai eu une super collègue qui s'appelle Sophie Zamaron que j'espère faire venir avec nous dans Rezana, Sophie. Et puis d'autres collaborateurs, Gaël, Axel. Enfin j'en ai plein en tête, des hommes et des femmes, des super rencontres. Oui, parce que la gestion de crise. Alors là, il faut vraiment dissocier la fonction et la personne, parce que sinon là. Si j'avais voulu sauver alors là parce que Covid, hein, chaque heure comptait, chaque mouvement comptait, mais je partais, et c'est ce que je dis aujourd'hui à l'ARS où je travaille avec mes collaborateurs où on gère des tensions tous les jours, il faut voir ce qu'on a fait, jamais ne regarder ce qu'on n'a pas fait. Donc le côté excellent, parfait, il faut l'oublier. Voilà, il faut se dire, il faut être rigoureux, mais par contre faut pas se mettre une barre trop importante, parce qu'à un moment donné tu as des événements qui vont pas dépendre de toi. Là, en plus, il fallait avoir beaucoup d'humilité dans cette gestion de crise. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des scientifiques, des médecins du CHU, des professionnels, des équipes extraordinaires. Mais on disait tous les jours ce qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc, on va faire ensemble, on va monter des hypothèses. On essaye, on innove, on s'adapte, on est flexible. Et on a fait ça. On a travaillé énormément pendant 2 ans. Probablement... C'est aussi pour ça que j'ai souhaité aller vers d'autres missions. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec l'ARS à l'époque, donc je suis venue vers l'ARS. Mais oui, parce que si j'avais pas eu ces outils de recul, jamais j'aurais traversé une épreuve comme ça. Alors, encore une fois, comme on est tous différents dans nos perceptions, tous différents dans nos vies, on va tous vivre différemment les fonctions qu'on va occuper. T'as des gens qui, naturellement, ont ce recul. J'ai des collègues, ils ont naturellement ce recul. Et pendant longtemps, je les admirais. Je me disais, mais je voudrais aussi être comme ça. Je voudrais être... Comment ils font ? Et puis, j'ai réussi à un peu avoir cette notion de recul. Et j'essaye de l'enseigner aussi. Oui. Voilà, parce que de la partager. On va en parler de ça. Mais alors justement, comment tu prends soin de toi ? Alors, comment je prends soin de moi ? Je dors. Je dors. Oui, parce que quand t'es malade, tu dors plus vraiment très très bien. Moi, j'ai des plaisirs simples. Parce que, faut le dire à nos auditrices, ou en tout cas celles qui ont traversé ce que j'ai traversé. Le jour où la troisième, moi j'ai eu 3 alertes. La troisième alerte a été la plus fatale, entre guillemets. Le jour où t'es arrêté, parce qu'en fait, quand on te parle du trou noir, c'est un vrai trou noir. C'est quelque chose d'assez particulier quand tu le vis. Et alors, je le dis, mais on est à 7 ans, 8 ans plus tard. Le grand plaisir, c'est que tu réapprends à vivre. Tu réapprends à vivre. Et tu vois, je me reverrai toute ma vie devant ma cuisine. Et moi, ce qui m'a réappris à vivre, déjà, je me suis levée tous les matins. Mon père de mes enfants m'a obligée, et il avait totalement raison, à me lever pour emmener mes enfants à l'école. Voilà, ça m'a tenue. Mais surtout, j'ai réappris... à faire mes courses, j'ai appris et on te dit en fait faut que tu te consacres sur une activité manuelle qui est l'opposé de moi, mais j'adore cuisiner. Faut que tu trouves une activité dans laquelle tu prends du plaisir et dans laquelle tu vas pouvoir réapprendre. Et moi je me rappelle que ce qui me tenait, c'était d'éplucher mes carottes, d'éplucher mes légumes. Et aujourd'hui j'ai appris à lire, j'arrivais plus à lire, donc j'ai relu plusieurs mois, voire une année, bonne année. Voilà, parce que t'as
t'arrives pas à faire grand-chose, en fait. Et donc, aujourd'hui, je vais te dire, mes plaisirs, ils sont très simples, en fait. On parlait de demain, de réussite ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai des plaisirs très, très simples, en fait. J'apprécie rien que de faire mon marché. J'apprécie de recevoir des amis. Je fais attention, par contre, je ne fais pas ce que j'ai fait dans ma vie d'avant, où je faisais beaucoup de choses et je satisfaisais à beaucoup de choses. Je savais pas dire non. Donc, les amis, les invitations, les choses comme ça. Je fais partie de ces gens où je suis assez occupée la journée et le soir, T'as besoin de calme. J'ai besoin de calme, en fait. Beaucoup de calme, en fait. Et donc, les plaisirs du quotidien, tu vois, ce soir, et mes amis qui peut-être m'écouteront, avec qui je partagerai mon podcast, le vendredi soir, c'est pizza et c'est film. Voilà. Et voilà, des plaisirs simples. Et ça, c'est important. C'est important aussi d'avoir des moments prévus de joie qui, ça c'est pareil dans la thérapie, on te dit, faut projeter un moment de joie. Et donc, quand j'étais malade, j'avais des amis, c'est un petit club du bonheur. Et en fait, que je voyais qu'elle allait bien, elle, mais quand était ma force. Et en fait, on projetait des dîners, en fait, des déjeuners. Et donc ça, dans mon agenda, et tu vois, on est 8 ans plus tard, on continue à se projeter de ce comité du bonheur. Et ça, voilà, ça c'est ma joie, c'est... Oui, tu vois, je vais voir mes parents vieillissent et une fois par mois, maintenant, j'essaye d'aller voir mes parents et ça, c'est tu vois, j'y vais dimanche et c'est c'est hyper simple. Tu vois, je te parle pas d'aller au bout du monde. C'est ça. Et je fais pas de sport encore, mais voilà, je suis pas parfaite. Merci. J'ai beaucoup lu le livre Libre, imparfaite et heureuse. Christophe André, j'ai beaucoup lu, je l'ai connu. Mais j'arrête la pression. J'adore lire le magazine Elle, mais je pense que voilà, des choses simples. T'as été décoré en 2021 du grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Dans ton discours, il y a une notion de service, d'engagement public qui est très forte. Qu'est-ce que cette reconnaissance a marqué pour toi? Alors, elle a marqué d'abord la reconnaissance d'une équipe. Parce que la gestion de crise, certes, il faut il faut une coordination, mais c'est un travail collectif. Et donc, c'est venu récompenser un travail collectif, même si, en effet, c'est nominatif, mais c'est venu, récompenser un travail collectif. Et donc, ça, c'était important. Et c'est vrai que... Oui, l'ordre du mérite, dans le sens du travail, en fait, moi, la valeur travail, c'est ma valeur première, donc forcément, celle du mérite, elle est très en lien avec la valeur du travail. Donc, j'ai forcément eu une pensée pour mes parents et mes grands-parents, parce que ça, c'est cette médaille que je partage avec eux, parce que c'est leur valeur. Et... Ouais, c'était très touchant. Alors après, on a eu cette remise, nous, pendant la période Covid, on l'a eu l'année dernière, donc on n'a pas pu inviter nos proches avec nous. On a eu une cérémonie en huis clos, dans l'intimité, avec le ministre Olivier Véran. Et puis, par contre, ce huis clos a fait qu'on était tous, certaines petites équipes, alors on n'était pas tous, parce qu'on est très nombreux au CHU à avoir travaillé sur le Covid, mais on a partagé ensemble des moments, et des moments forts. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance du travail qu'on a eu. J'ai eu une grande chance, c'est que en plus j'ai été invitée au 14 juillet en 2020 avec une personne qui s'appelle Dr Jean-Michel Dindar, qui est un médecin smuriste au CHU de Bordeaux, qui est directeur médical du Plan Blanc et avec qui je continue un peu à travailler. Et Jean-Michel et moi, on est allés à l'Ordre du Mérite au 14 juillet et on était avec beaucoup de soignants parce que c'était le 14 juillet spécial et on était tous les deux pour représenter notre établissement. Et c'était très très émouvant. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce couple médico-administratif parce que je reviens sur ma notion de binôme et de travail. Et puis c'était émouvant parce que c'était touchant de voir toutes ces personnes avec qui on avait plein de points communs dans toute la France, l'outre-mer qui étaient là. Et en effet, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'utilité ou de sens dans le métier qu'on a dans cette gestion de crise, en fait. Voilà. C'était très, très émouvant. Et on avait envie de partager notre médaille avec tout le monde, en fait, parce que, encore une fois, c'est une médaille du collectif. Alors moi, elle venait consacrer une carrière de 20 ans dans le secteur de la santé. Donc, bien sûr, ça fait écho à tout ton parcours. Mais je sais pourquoi je l'ai eu, je sais dans quel contexte je l'ai eu. Et je remercie les personnes qui m'ont permis de l'avoir. Donc, voilà. Donc, la préfète, je pense, le directeur général du CHU de Bordeaux, le directeur général de l'agence de l'époque, monsieur Lafourcade, qui m'ont inscrite sur cette liste-là. Mais encore une fois, elle vient valoriser le travail d'équipe.
Et alors justement, l'équipe, tu m'avais confié être très attentive aux managers femmes. Ouais. Parle-nous de ça. Est-ce que tu as envie de leur transmettre ? Oui, parce qu'aujourd'hui, de longtemps, mais je pense que de plus en plus, et notamment en 2022, on voit bien l'accompagnement important qu'il faut qu'on ait auprès des femmes qui ont envie de pouvoir avoir des postes à responsabilité, mais qui tout autant vont avoir à élever des enfants si elles souhaitent en avoir, et essayer de s'organiser, de vouloir tout faire. Et donc, je suis très attentive à mes collaboratrices qui souhaitent avoir des enfants. J'ai toujours en souvenir, on en parlait donc la journée Rezana, de femmes que quand elles viennent annoncer à leurs responsables qu'elles sont enceintes, le moment de solitude qu'elles traversent pour annoncer qu'elles le sont. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça m'est arrivé, je l'ai vécu, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu la peur de venir le dire, et j'avais un directeur qui était homme à l'époque et qui m'a très très bien accueillie. Et je me suis dit, mais jamais plus je veux ressentir d'avoir peur de venir dire que je suis enceinte. Et donc ça, je suis très attentive à ça. J'essaye de faire en sorte, mais je suis pas un bon exemple parce que j'ai des heures de travail très, très larges, mais d'être vigilante que dans mes collaboratrices, hommes ou femmes, parce que même si c'est femmes aujourd'hui, mais les hommes aujourd'hui, de dire ton enfant est malade, mais ton enfant est la priorité. Moi, nombre de fois où j'ai laissé mes filles avec une nounou à la crèche, alors qu'elles étaient malades, alors que mon rôle était auprès d'elles. Ouais. Mais on n'est pas très bon en France, on arrive, on accompagne, mais de déculpabiliser nos managers et nos femmes particulièrement de s'occuper de leurs enfants, voilà, et puis d'avoir une vie. Enfin, on a droit de sortir à 18h, 18h30 le soir, d'avoir envie d'aller faire du sport, d'avoir envie d'aller au théâtre, d'avoir envie de rien faire. Ouais, absolument. Et qu'aujourd'hui, et de prendre soin de nos enfants, et voilà, ou d'être aidé par une organisation, mais d'avoir des moments à soi. Et ça, c'est important de pouvoir le dire que c'est possible. C'est possible. Il y a encore un peu de marge quand même, mais c'est possible. Il y a encore un peu de marge, ouais. Ouais, et justement, dans nos échanges aussi, tu m'avais dit, on nous fait croire qu'on peut tout avoir, mais il y a vraiment une notion de choix. Et je veux qu'on revienne quand même sur cette notion de choix. Oui, parce que je pense sincèrement, et les femmes que j'ai eu à rencontrer, qui ont eu alors on va revenir sur la notion de carrière, qui ont eu de belles carrières, elles ont fait des choix. Elles ont fait des choix. Et elles ont, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire de prendre quelqu'un, une nounou, pour s'occuper des enfants. Et puis, t'as celles qui, en effet, ont peut-être renoncé à leur carrière, mais parce qu'elles ont préféré leurs enfants, mais qu'à un moment donné, c'est quand même encore un tout petit peu utopique. Aujourd'hui, beaucoup de managers, et dans tous les secteurs, je pense, aujourd'hui, en France, on travaille beaucoup. Ouais. Le volume horaire fait quand même partie des indicateurs de performance. Probablement un petit peu à revoir. Mais quand je dis ça nécessite une organisation générale d'une entreprise, d'une structure. Et puis aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de choses à faire partout. Et c'est vrai que le temps compte. Et aujourd'hui, oui, c'est choisir, c'est renoncer. Ouais. Je discutais encore avec ma fille hier soir, avec qui je ne suis pas là pour faire les devoirs tous les soirs, mais parce que le poste que j'occupe aujourd'hui n'est pas un poste où je peux sortir à 5 heures le soir. Voilà, donc ça veut dire que les années précédentes, j'avais une petite jeune femme qui venait, à qui je suis infiniment reconnaissante, et les précédentes aussi, parce qu'elles m'ont aidée dans mon organisation, mais parce qu'en effet, et mon ex-mari me l'a souvent dit, je ne connaissais pas la couleur des cahiers de mes enfants. Voilà. Mais j'ai appris à déculpabiliser. Ouais, et on te le dit souvent, parce que faut préférer le temps qualitatif. Mais un enfant, il n'entend pas ça. Un enfant qui a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, il n'entend pas que sa maman, la qualité contre la quantité. Non, ça n'a aucun sens pour lui. Ouais. Et voilà. Ouais. Et justement, quels échanges tu as avec tes filles? Parce qu'elles sont grandes maintenant. Elles ont quoi, 16 Elles ont 13 et 16, bientôt 14 et 17, ouais. Ouais. Et quels échanges vous avez à ce propos-là sur justement ta disponibilité ou l'investissement dans ton travail? Comment elles voient ça et comment elles se projettent, elles? Il y a eu différents moments de vie. Des moments où ma fille aînée n'oubliera probablement pas, elle me le redit souvent, qu'un jour, à l'âge de 7 ans, je lui avais promis de venir déjeuner avec elle, et qu'elle m'a attendu à son portail du CE1 tout un temps de pause du déjeuner en disant à sa maîtresse que sa maman allait venir la chercher.
Voilà, donc ça c'est une culpabilité que tu portes. Voilà, ça c'est un truc qui m'est beaucoup resté. Le jour où je suis partie à l'école de Rennes, où j'ai laissé ma petite fille de 2 ans sur le quai de la gare, je pense que j'avais enfoui cette douleur-là, ce choix-là, et que j'ai porté longtemps. Voilà, après que j'ai assumé. Hein. On discute beaucoup. Mes filles m'ont très tôt dit, nous on fera jamais le même métier que toi. Nous on s'occupera de nos enfants. Ouais. Donc si tu veux, je l'ai entendu, je l'ai beaucoup entendu. Et comment tu fais avec cette culpabilité? Alors justement, comment tu la mets à distance? J'ai considéré que déjà que j'essaye aujourd'hui de mettre du temps quand même à disposition, plus depuis plusieurs années. Alors bon, malheureusement, les 2 années Covid sont venues me faire mentir parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé jour et du lundi au dimanche. Mais voilà, on a beaucoup partagé sur l'utilité de cette mission, etc. Mais j'essaye de préserver mes week-ends. Ça, c'est important maintenant de ne pas travailler le week-end, de leur consacrer ce temps-là, de partir en vacances. Donc ça, moi, je capitalise beaucoup sur les vacances scolaires, sur ce temps-là. Je suis quand même essayé d'être vigilante par rapport aux devoirs. Alors, j'ai beaucoup de chance avec le père de mes enfants, parce que c'est aussi un duo où, voilà, alors dans une famille recomposée, on est plusieurs parents finalement, mais j'ai eu énormément de chance. Je suis infiniment reconnaissante à Xavier parce que son accompagnement, et même quand on est séparés depuis maintenant quelques années, son accompagnement parental, il y en a toujours un des deux. Ça faut être très clair. C'est un projet de couple, c'est un projet de vie, c'est un projet de famille. Et Xavier a été d'une patience probablement très importante et m'a permis d'avoir cette carrière-là, de pouvoir de devenir un manager et de s'occuper de nos enfants davantage que je l'ai fait. Et donc il y a un moment donné, tu t'arrêtes de culpabiliser parce que tu vois bien que ça sert à rien de toute façon. Et puis que ça va. Et puis que oui, ça va. Par tranche de vie. L'adolescence, c'est une période compliquée. Le primaire, mais t'avances avec les tranches de vie. C'est des tranches de vie. Et puis, moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est trouver le bon outil aux besoins du moment. Voilà. Et c'est ça que je discute avec mes filles. Qu'à chacun des moments de la vie, quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'elles ont en attente? Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je vais leur apporter? Mais surtout, vers quelle personne ressource je vais pouvoir aller. Je suis pas prof, je suis pas enseignante. Donc s'il y a un problème dans une matière particulière, est-ce que je peux trouver quelqu'un? C'est le réseau, c'est comment tu peux déléguer. Parce que nous, on veut tout faire, en fait. Les femmes, on veut tout faire. On veut aller les chercher à l'école, faire la musique. On veut bien faire notre ménage. Alors après, il y a un problème financier. Je le nie pas, il y a ça. Mais on veut tout faire, on veut être parfaite partout. On veut faire de la gym, on veut faire les concerts, on veut tout faire. Bon, mais non, non, faut arrêter. Le jour où tu comprends que tu peux pas tout faire, qu'il y a des choses sur lesquelles tu seras un peu moins parfaite, ben là, de suite, ça va un tout petit peu mieux. Et puis, si ton linge n'est pas repassé aussi, il traîne un truc dans ta cuisine, voilà. Et si ton sapin, tu le fais pas le 15 décembre, il est fait le 18, c'est pas grave. Voilà. Mais par contre, on a un dialogue, tu me demandais par rapport à mes filles, on parle de tout, on se dit tout. Enfin, j'ai essayé de les protéger au maximum que j'ai pu faire, chacun dans son rôle. Moi, en tant que parent, elle en tant qu'enfant, c'est pas l'enfant qui protège le parent, mais l'inverse. Même si j'ai une période de grande fragilité où elles m'ont vu en grande période de vulnérabilité. Et ça, forcément, voilà, ça tu culpabilises de ce côté, et de que tes enfants te voient dans cette... voilà, mais elles m'ont vu remonter la pente. Elles m'ont vu probablement... chercher des solutions, essayer de guérir. Et bon, voilà, après, c'est forcément quelque chose qu'elles ne s'oublieront pas. Et j'essaye de les accompagner dans leur... qu'elles fassent pas les mêmes... qu'elles reproduisent pas ce que j'ai fait moi aussi. Ça c'est important pour moi. De mon hypersensibilité, de cette... vouloir sauver la vie entière. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué aussi dans nos premiers échanges, c'était à quel point le plaisir et le sens étaient moteurs dans tout ce que tu fais. Le plaisir de faire, le plaisir d'être connecté. Oui, j'ai beaucoup de chance. Parce que peut-être qu'on aura des auditrices qui sont comme moi, qui sont... je vais revenir sur le mot d'hypersensible parce que c'est un mot que j'aurais pas utilisé avant. Parce que quand j'ai cherché... aussi, quand je suis tombée malade, j'ai essayé de comprendre.
tu veux, j'essayais de comprendre absolument. Alors, comme je suis curieuse de nature, je pense que j'ai dévoré Mola. Je suis allée chercher. Alors, je pense qu'on ne fait pas de pub. Mola, c'est la librairie bordelaise pour celles qui vivent pas ici. Voilà. Ouais. C'est la librairie bordelaise. Ouais. Je pense que j'ai fait tous les rayons. Je pense que j'ai fait d'ailleurs toutes les librairies de Bordeaux que je pouvais faire à l'époque avec l'énergie que j'en avais. Mais je voulais comprendre. Je voulais absolument comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi. Ouais. Et donc, avant d'arriver chez mon coach, chez mon thérapeute, en fait, j'avais déjà déjà ouvert tous mes sacs. Voilà. J'avais déjà tout lu. Et j'avais essayé de faire dans mon petit cahier. Donc, je suis arrivée, j'ai posé mes sacs, tous mes problèmes. Et j'ai dit, et je pense qu'en plus, je crois que je viens de comprendre qu'en plus, je suis hypersensible. Et là, Annie m'a dit, mais c'est pas une faiblesse, c'est une faille, c'est pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, en fait. Et puis, bon, là, j'ai relu différemment, j'ai relu le côté positif en me disant qu'est-ce que je pouvais en faire. Et donc, en effet, j'ai cette chance-là du plaisir. On parlait tout à l'heure de découper du légume. J'ai la chance de pouvoir prendre du plaisir dans ce que je vais manger, dans ce que je vais écouter, dans ce que je vais voir. Parce qu'en effet, quand j'étais malade, ce qui me faisait beaucoup de bien, c'est m'allonger dans le sable et écouter l'eau. Je te dirai pas pourquoi, parce que je sais pas. Mais c'est très sensoriel, c'est très sensoriel. Et ça te met dans le présent. Pour le coup, là, tu peux pas être ailleurs. Particulièrement, et j'allais en forêt, j'allais marcher en forêt. Ouais. J'allais toucher les arbres. Alors, on va dire, très à la mode, très machin. Bon, j'ai cette chance en plus d'avoir grandi, comme je le disais au début de l'interview, à la campagne, et mes grands-parents avaient une très belle forêt. Et donc j'allais me retrouver. Et donc, c'est ça, en fait, ce plaisir. Et ce plaisir, en fait, il est là. Et je trouve qu'aujourd'hui, je prends pas encore assez le temps d'aller en profiter. Mais je sais qu'elle est là et c'est important pour moi. Et donc, d'être connectée, d'être vraiment connectée. Et le sens, je pense que toute ma carrière sera animée par le sens et l'utilité. Ça fait partie... Oui, dans chacun de mes postes, en tout cas. Et ça, c'est très personnel, parce que je pourrais être aujourd'hui directeur des finances ou je pourrais être directeur des achats dans un hôpital, que je trouverais du sens à ce que je fais. Ouais. Je raccroche toujours les petits wagons. Ouais, complètement. Et j'essaye de donner mes équipes. Alors, c'est pas facile, hein, mais important pour moi de donner du sens, de leur faire voir qu'est-ce qu'ils font, parce que des fois, dans nos métiers, on peut se dire qu'on travaille pas pour rien, ou on fait, ou on défait, on refait, on fait... Oui, mais quand même, derrière, il y a quand même du sens, parce que il y a un usager. Je pense toujours à mon usager, et je pense toujours à un professionnel de santé. Ouais. Voilà. Donc, il faut y penser. Donc, du sens, toujours. Et c'est rigolo, je fais une parenthèse, mais tu dis directeur des achats et pas directrice. Oui, parce que je viens d'une culture où, quand on commençait nos carrières, on parlait en termes d'hommes, on parlait pas forcément en termes de femmes. Et puis moi, ça, c'est pas un souci pour moi. Le côté féminisé, tout féminisé, ça n'a pas d'importance. Non, en fait. Parce que je comprends à un moment donné qu'on ait mis des ratios, qu'on ait mis des tables, parce que de toute façon, sinon, on n'y arrivait pas. Mais je préfère être choisie pour mes compétences et mes valeurs que parce que je suis une femme. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on voit bien. Quand même... Mais il a fallu qu'on ait un coup de main. Il a fallu qu'on ait un peu d'aide, parce que sans aide, on n'y serait pas arrivé. Mais pour moi, oui, je suis un directeur. Je suis une directrice, mais je suis un directeur. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant. J'avais déjà eu le cas avec des avocates qui disaient « je suis avocat ». Oui. Céline, ma dernière question pour conclure, c'est j'aimerais bien savoir de quoi tu es fière. De quoi je suis fière? Une question difficile. Je suis fière de mes enfants. Ça c'est. Je crois que tu vois, j'ai encore de mes SMS de la journée. Je pense qu'aux deux, je leur ai dit aujourd'hui que j'étais fière d'elles. Ça, c'est ma raison de vivre. Je suis fière du parcours que j'ai eu, je me retourne rarement, parce que, comme je dit une fille ce matin, faut pas trop regarder le passé, parce que ça, voilà, c'est pas bon pour l'avenir. Et voilà, même s'il faut jamais insulter l'avenir, comme je dis souvent, mais je suis fière de mon parcours. Je suis fière de là d'où je viens, de cette méritocratie. Je suis très fière que l'école publique et que l'école que j'ai pu aller faire mes études. J'ai eu des bourses. Je suis reconnaissante, en effet, et je pense que inconsciemment, j'ai rendu au service public ce qu'il m'avait apporté. Je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Je suis fière d'avoir fait des choix. Je suis fière de plein de choses. Je pense que je suis fière de plein de choses. Je suis fière aujourd'hui de travailler à l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
très contente d'avoir franchi le pas de l'hôpital, du terrain et voilà. Je suis fière de plein de choses. Je suis fière de mon pays. Je pense que on a de la chance et on s'en rend pas compte probablement. Mais quand on va un peu à l'étranger, on se rend compte de la chance qu'on a d'habiter, d'être français. Je suis fière de plein de choses. Je suis fière de plein de choses en fait. Merci. Avec plaisir. Merci Sandra pour ton écoute.